Les finances personnelles, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui, avouons-le, reste souvent un vrai mystère. On a l'impression de faire des choix logiques avec notre argent, mais la réalité, elle, est bien plus compliquée. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière nos décisions d'épargner ou de dépenser? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Et c'est là que réside toute l'énigme. Il y a un fossé, un véritable fossé entre les grandes théories économiques, toutes belles et bien rangées, et nos comportements dans la vie de tous les jours, qui sont parfois, un peu plus chaotiques. Pourquoi nos habitudes de consommation ne collent-elles pas du tout au modèle? C'est le point de départ de notre exploration. Pour s'attaquer à ce mystère, on ne part pas de zéro. On va s'appuyer sur un document de référence, une étude très complète parue dans l'Actualité économique. On peut voir ça comme notre feuille de route pour comprendre ce qui motive vraiment notre épargne. Allez, on commence notre enquête. Mais avant de chercher des réponses, il faut bien poser les bonnes questions. Pendant des décennies, les économistes se sont arrachés les cheveux sur de véritables énigmes, des anomalies dans notre façon de consommer, que les anciennes théories étaient tout simplement incapables d'expliquer. Et ces casse-têtes, ils sont fascinants. Il y en a trois principaux. D'abord, pourquoi est-ce que notre consommation globale ne cesse d'augmenter alors que les modèles classiques prédisaient qu'elle resterait plutôt stable? Deuxièmement, pourquoi nos dépenses surréagissent à la moindre variation de revenus, même quand on s'y attend? Et enfin, le plus étrange peut-être, comment se fait-il que nos dépenses soient si stables, si lissées, alors que nos revenus, eux, peuvent parfois jouer aux montagnes russes? Pour comprendre ces anomalies, il faut jeter un œil au suspect numéro 1, le modèle économique traditionnel. C'était la grande référence pendant des années, mais comme on va le voir, il avait une faille énorme. Ce modèle, c'est le HRP-SC. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée très simple, presque trop belle pour être vraie. L'idée, c'est qu'on épargne pour une seule et unique raison, avoir le même niveau de vie tout au long de notre existence. Le problème, pour que ça marche, le modèle partait du principe qu'on connaissait notre avenir sur le bout des doigts et surtout nos revenus futurs. Une certitude absolue, ce qui, on le sait bien, est totalement irréaliste. Et là, le décalage est juste flagrant. D'un côté, on a la théorie, un monde parfait, prévisible, où la consommation ne bouge pas. De l'autre, on a le monde réel, notre monde. Un monde plein d'incertitudes, où la prudence est essentielle et où on met de l'argent de notre côté pour une tonne de raisons imprévues. Ce décalage a rendu ce vieux modèle complètement dépassé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant super intéressant. Les économistes ont fini par comprendre qu'il leur manquait un ingrédient crucial dans leur recette. Un ingrédient qui allait absolument tout changer. Là voilà, la clé, la pièce manquante du puzzle était en fait d'une simplicité désarmante. Il suffisait de reconnaître une vérité fondamentale. On ne sait pas de quoi demain sera fait. L'avenir est incertain. Et une fois qu'on intègre ce simple fait, tout le paysage économique se transforme. Et ça donne naissance à un concept absolument central, l'épargne de précaution. Attention, ce n'est pas l'épargne pour la retraite ou pour s'acheter une maison, non. C'est l'argent qu'on met de côté au cas où. Au cas où la machine à laver lâche, au cas où on perd son boulot. Bref, c'est notre propre petite assurance personnelle contre les coups durs de la vie. Et cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Dès 1968, un économiste du nom de Leland avait mis le doigt dessus. Il avait compris que, face à un futur imprévisible, l'être humain a ce réflexe quasi instinctif de se construire un petit matelas de sécurité. Du coup, les économistes ont développé une nouvelle version du modèle, bien plus proche de la réalité, le HRP-EP. Le EP, c'est pour épargne de précaution. Ce nouveau modèle ne nous voit plus comme de simples machines à calculer, mais comme des êtres humains prudents qui anticipent le fait que parfois les choses peuvent mal tourner. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, est-ce que ça tient la route? Passons aux preuves. Et vous allez voir, les données sont assez spectaculaires. Loin d'être un détail, cette épargne de précaution est en fait un moteur central de notre économie. Jetez un œil à ce sondage. Quand on demande aux gens « Pourquoi vous épargnez ?», la réponse qui arrive en tête est de très loin « Ce n'est pas la retraite, c'est pour faire face aux urgences ». 43%. C'est la définition même de l'épargne de précaution. On ne peut pas avoir une preuve plus directe de son importance dans nos vies. Et si on zoome au niveau de l'économie tout entière, l'impact est vertigineux. Selon les différentes études, l'épargne de précaution serait à l'origine de 18 à 76% de toute la richesse accumulée. C'est une fourchette large, d'accord? Mais même en prenant l'estimation la plus basse, c'est une part colossale. Ça veut dire que la peur de l'avenir est, paradoxalement, l'un des plus grands créateurs de richesse. C'est fou, non? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins du genre à se préparer au pire? Il y a deux grands facteurs. D'abord, c'est une question de tempérament. Plus on déteste le risque, plus on va épargner par précaution. Logique.
Et ensuite, il y a notre situation financière. Et là, c'est un peu paradoxal, mais ce sont les personnes qui ont le moins de patrimoine qui consacrent la plus grande part de leur épargne à ce matelas de sécurité. C'est normal finalement. Quand on a moins de marge, on est plus prudent. Comprendre ce mécanisme, ce n'est pas juste un petit jeu intellectuel pour économistes. Ça a des implications très, très concrètes, en particulier pour les politiques publiques. Si un gouvernement comprend ce qui motive réellement les gens à épargner, il peut beaucoup mieux prévoir les effets de ses décisions. Prenons un exemple tout simple, les filets de sécurité sociale, comme l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'ils font, au fond? Ils réduisent notre incertitude face à l'avenir. Et le résultat est quasi mécanique. Si l'avenir semble moins risqué, on ressent moins le besoin de se constituer notre propre assurance. On baisse donc notre épargne de précaution, et cet argent, on est plus enclin à le dépenser, à consommer aujourd'hui. C'est un levier de stimulation économique super puissant. Ce tableau résume tout ça parfaitement. Si l'État met en place une politique qui réduit l'incertitude, l'ancien modèle disait « bof, ça ne changera rien ». Le nouveau modèle, lui, prédit, à juste titre, que ça va stimuler la consommation. Pareil pour des aides financières directes. Le modèle de la prudence explique très bien pourquoi ces aides ont un effet beaucoup plus fort sur la consommation des ménages qui ont le moins de sécurité financière. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce nouveau modèle, basé sur l'épargne de précaution, résout les 3 fameuses énigmes du début. Il explique pourquoi la consommation augmente, parce qu'on se constitue un tampon de plus en plus gros, pourquoi elle est si sensible, parce qu'on réagit aux nouvelles qui changent notre perception du risque, et pourquoi elle est si lisse, parce que ce tampon absorbe les chocs. Le mystère est résolu. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus philosophique peut-être. Si une part aussi importante de nos décisions financières est dictée par une émotion, la peur de l'inconnu, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est des agents économiques rationnels? Ou alors, est-ce que la véritable rationalité, finalement, ce n'est pas justement de prendre en compte cette incertitude et de se préparer au pire? C'est une question qui va bien au-delà de l'économie et qui touche à notre rapport au temps et à l'avenir.